Bonsoir, jeudi 17 juin, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Voici les titres. Il revient sur sa sortie dans l'espace depuis l'ISS. L'astronaute Thomas Pesquet était en direct cet après-midi pour échanger avec les étudiants de l'université Paris-Saclay. Une retransmission suivie par 40 lycéens de Montigny-le-Bretonneux depuis l'amphithéâtre de l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines. Et J-3 avant le premier tour des départementales et régionales, c'est ce dimanche 20 juin. Les électeurs vont donc se rendre aux urnes pour un double scrutin. Quels sont les enjeux, quelles compétences pour les deux collectivités? Élément de réponse, Anne-Charlène Bézina-Duclerc, maître de conférence en droit public à Sciences Po Paris, sera également notre invité. Et puis à partir de demain et pendant 3 jours, ce sont les journées européennes de l'archéologie. À cette occasion, le Musée national d'archéologie installé à Saint-Germain-en-Laye propose un programme varié, visites, activités, notamment village des savoir-faire et des métiers, le détail à suivre. Et puis nous irons également du côté d'Aubergenville dans ce journal où un data center a été inauguré ce jeudi. Direction les étoiles pour le début de ce journal. 40 élèves du lycée Saint-François d'Assise de Montigny-le-Bretonneux ont suivi sur écran géant un échange en direct avec l'astronaute français Thomas Pesquet. Ils ont assisté à cette retransmission depuis l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Cette voix que vous entendez est celle de Thomas Pesquet. L'astronaute français était en direct ce jeudi 17 juin avec l'université Paris-Saclay. La séance de questions-réponses a été suivie en temps réel par 40 élèves du lycée Saint-François d'Assise de Montigny-le-Bretonneux depuis l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines. C'est assez émouvant quand même parce qu'on sait qu'il est là en direct et tout ça. Après, et puis il n'y avait pas énormément de personnes en plus, donc c'était vachement émouvant. C'était intéressant par rapport à la manière dont il nous conseillait pour pas notre avenir, mais pour persévérer dans ce qu'on veut faire. Par exemple, il nous a dit de toujours saisir les occasions. La connexion a duré au total 10 minutes, pas une de plus. Le cône, finalement, avec lequel on peut communiquer, a une certaine taille. C'est compliqué, surtout quand il y a beaucoup de monde. Nous, on le fait ça régulièrement parce qu'on a notre propre satellite et notre propre antenne. Mais c'est à chaque fois un challenge malgré tout de recevoir, de faire la communication avec un satellite. Avant cette retransmission, des animations avec des interviews et un jeu ont été organisés. Objectif, mieux comprendre la vie de Thomas Pesquet à bord et pourquoi pas susciter des vocations. C'est un secteur qui fait rêver, mais c'est aussi l'occasion de montrer que il y a multiples métiers, de compétences et participer au développement du spatial, aux sciences du climat et de l'atmosphère est quelque chose qui est complètement dans l'air du temps. La journée s'est terminée par une visite de l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines, de quoi avoir des étoiles plein les yeux en rentrant à la maison. L'entreprise Thésée Data Center a inauguré ce jeudi son site à Aubergenville, une infrastructure sécurisée qui accueillera les données numériques de ses clients. Le lieu se veut aussi respectueux de l'environnement. Les détails dans ce sujet de Nicolas Dandry. Le nouveau data center situé à Aubergenville est sorti de terre. Un projet mené par l'entreprise Thésée Data Center. Un investissement de 10 millions d'euros pour ce site de 6400 m² de surface au sol. Il pourra accueillir jusqu'à 400 baies, ces grandes armoires composées de serveurs informatiques. On sera quasiment avec 8 cages et avec, dans cette salle, 250 baies informatiques. Dans ces 250 baies informatiques, on peut imaginer qu'il y ait 2000, 3000 serveurs informatiques. 2 salles de ce type ont été construites sur ce site. Une infrastructure alimentée par un groupe électrogène pour refroidir ces 2 espaces. Un système a été installé. Tout l'air froid est soufflé dans le faux plancher et sort à des endroits où il y a des dalles perforées. Ce sont des éléments qui sont noirs là-bas, qui permettent à l'air de sortir et sortent sur les avants des serveurs informatiques. Thésée Data Center, une entreprise 100% française spécialisée dans le service d'hébergement de serveurs numériques, avec une stratégie par rapport à l'implantation à Aubergenville. On peut accueillir des petits clients en colocation qui vont prendre simplement une baie ou 2 baies et accueillir des clients moyens dans des cages privatives et ensuite des grands clients qui peuvent être des éditeurs de logiciels, des gens du CAC 40 ou du top 100 français et qui vont prendre un quart de salle, une demi-salle, voire un bâtiment complet. Par notre actionnariat qui est 100% français, on vise les organismes publics. Un deuxième bâtiment pourrait être opérationnel dès 2023. À terme, 6 data centers seront construits ici, sur les 30 000 m² de terrain.
Ce week-end, plus précisément, ce dimanche, nous voterons pour les élections régionales et départementales. Alors, quels sont les principaux enjeux de ces deux scrutins à venir, les 20 et 27 juin? Pour y répondre, Justine Brasier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Qu'en est-il déjà pour les régionales, Justine? Alors, 11 listes se présentent déjà en Ile-de-France. La favorite du scrutin, c'est la présidente sortante Valérie Pécresse. En 2015, elle avait repris la région à la gauche en Ile-de-France. La liste Les Républicains, portée donc par Valérie Pécresse, avait obtenu 43% du suffrage face au Parti socialiste 42%. Et le Rassemblement national, Front national à l'époque, arrivait en troisième position avec 14% des voix. Elle fait face cette année à une gauche divisée. Clémentine Autain pour la France Insoumise, Julien Bayou pour l'Europe Écologie Les Verts et puis Audrey Pulvar soutenue par le Parti Socialiste. Une dispersion qui va forcément peser dans la balance dimanche et se ressentir donc dans les résultats, même si les listes de gauche s'unissent pour le second tour. Valérie Pécresse, en tête des intentions de vote, pourrait l'emporter et donc enchaîner un second mandat. Voilà pour les régionales. Quels sont les enjeux côté département? Dans les Yvelines, la question qui se pose est de savoir si la droite va faire un nouveau chelem cette année, comme c'était le cas en 2015. Lors des dernières élections départementales, la liste Ensemble pour les Yvelines de droite et du centre, représentée donc par Pierre Bédier, président du département, avait fait un carton plein en remportant les 21 cantons. Et puis aussi particularité du parti présidentiel qui présente seulement 5 binômes dans le département cette année. Et le Rassemblement national présente 20 binômes et un soutien. Et quels sont les cantons à surveiller ce week-end? Alors, le canton de Mantes-la-Jolie fait partie des cantons à suivre, puisque c'est celui de Pierre Bédier, président sortant, avec donc 7 binômes en lice. Autre canton également à surveiller, celui de Bonnières-sur-Seine, avec Laurent Morin pour représenter le RN et Patrick Stefanini pour la droite, un canton qui verra s'opposer des hommes politiques expérimentés. Et puis, le canton de Trappes va-t-il rebasculer à la gauche cette année? C'est le maire de Trappes, très médiatisé ces derniers mois, se présente face au maire de la commune voisine, La Verrière, Nicolas Dainville. Et puis autre enjeu, Justine, et non des moindres, la participation. Exactement. Donc lors de des dernières élections en 2015, le taux de participation au régional au premier tour était de 45%, 54% pour le deuxième tour. Du côté des départementales, 45% au premier tour également, un peu moins au second tour avec 42% de participation. Alors Grégory, on sait que ce ne sont pas les élections qui attirent le plus de monde, d'autant plus que les deux scrutins cette année se déroulent en même temps, ce qui court-circuite un peu les informations et surtout la clarté des messages, et sans oublier qu'on est évidemment en pleine crise sanitaire, donc ces facteurs font qu'on peut s'attendre à un faible taux de participation cette année pour les élections. Merci Justine pour toutes ces précisions, et on continue à parler de ces deux scrutins avec mon invité en visioconférence, Anne-Charlène Bézina-Duclerc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'université de Rouen, à Sciences Po Paris également, et vous intervenez également régulièrement dans l'émission PAF sur TV78. Parlons déjà de cette participation qui est annoncée, on va dire, avec des chiffres assez bas pour ce week-end. On l'a vu aussi lors des dernières élections en 2015, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé aux urnes pour les élections départementales, un peu plus d'un sur deux pour les élections régionales, et en tout cas c'est pour le second tour, puisque au premier tour il y avait aussi moins d'un électeur sur deux qui s'était déplacé. Comment expliquer ce désintérêt des électeurs pour ces deux scrutins ? Je dirais qu'il y a peut-être deux facteurs. Le premier, c'est la complexité de notre organisation territoriale, qui est vraiment symptomatique d'un esprit de clocher français qui nous est souvent critiqué d'ailleurs à l'international, parce que précisément nous avons une myriade de communes, des départements, des régions dont le citoyen ne sait pas nécessairement quelles sont les compétences, d'autant qu'elles sont souvent très proches. Le second facteur, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus grave encore, qui est un désintérêt progressif de la vie politique et de la vie politique locale, notamment parce qu'on ne se rend pas forcément compte des enjeux, alors pourtant que dans des périodes comme cette crise sanitaire, on s'est rendu compte à quel point c'était les collectivités territoriales qui étaient les premières au front, si je peux donc utiliser cette expression, puisque précisément la proximité, c'est peut-être le moment où on a le plus besoin de la politique. Donc je dirais que c'est une dérive de complexité et peut-être de désintéressement. Vous parlez de ce désintérêt pour la vie politique des Français en général. Est-ce que du coup, ce manque de participation que l'on a vu pour les dernières régionales, les dernières départementales en 2015, est-ce que ça a toujours existé en somme, ou c'est quelque chose de nouveau à l'image, vous le disiez, de ce désintérêt progressif des Français pour leur politique, pour leur vie politique ?
Alors, il faut dire une chose, c'est que déjà les départementales sont quand même les mal-aimés de la République en général et les départements, si on devait généraliser, puisque ce sont les échelons les moins connus et donc les élections qui généralement emportent le moins de suffrages. C'est moins vrai pour les régionales qui pendant longtemps séduisaient quand même assez longuement l'électorat, puisque c'est vrai qu'on se rendait un petit peu plus compte des enjeux. Il y a eu cette réforme territoriale qui a fait passer les régions de 22 à 12, qui a peut-être complexifié aussi encore les choses, qui a à mon avis encore accentuer ce désintérêt. Mais le scrutin local en général, à part le scrutin municipal, a du mal à susciter l'intérêt. Et le deuxième mouvement concomitant, c'est qu'en effet, les élections en général suscitent de moins en moins l'intérêt. Alors, la crise sanitaire n'est évidemment pas de la partie pour nous aider, puisque il y a cette absence de proximité qui est quand même quelque chose de très marquant pour les élections locales, c'est-à-dire qu'on a besoin de ce serrage de main, de cette présence sur les marchés, qui est vraiment un peu symptomatique de l'élection locale à la française. Et sans ce contact, j'ai envie de dire, ça devient encore plus difficile pour les élections locales que pour des élections de plus grande ampleur. Et doit-on craindre du coup une abstention massive ce dimanche pour le premier tour? Vous parliez de la crise sanitaire, il y a aussi le fait que ces deux scrutins se déroulent en même temps, ça risque de semer le trouble aussi dans la tête des électeurs. Alors, comme vous le dites, on doit le craindre et on doit inciter finalement tous ceux qui nous écoutent ce soir en disant, voilà, vous êtes attachés à TV78, donc forcément à un attachement régional et il faut le montrer évidemment puisque c'est important. N'oublions pas aussi que élire nos représentants départementaux, régionaux, municipaux sert à élire nos sénateurs qui sont la deuxième assemblée de la République, c'est-à-dire ceux qui vont voter nos futures lois demain. Donc, il y a évidemment de lourds enjeux. Est-ce que le fait de mixer les scrutins est encore un facteur de confusion? Je le crois, malheureusement, puisque c'est vrai que déjà les alliances ne sont pas les mêmes, les compétences ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, donc ça devient très complexe. Crise sanitaire oblige, on nous a donc obligés à mixer un peu des scrutins comme ça pour des raisons de praticité qui évidemment doivent nous faire craindre que, avant même ce niveau d'abstention, que le citoyen ne se sente plus représenté et ne connaisse plus même le sens de cette représentation. Alors, c'est pourquoi aussi il faut communiquer autour de tout cela et peut-être que la vraie carence, c'est que notre pays, à l'inverse d'autres comme les États-Unis, l'Allemagne, n'a pas réussi pendant cette crise sanitaire à maintenir l'engouement pour ces élections, à maintenir une connexion, pourquoi pas par le net, par d'autres moyens, alors pourtant qu'il faudrait rappeler que, surtout dans ces moments, c'est de politique dont nous avons besoin et surtout de politique locale peut-être. Merci Anne-Charlène Bézina-Duclerc pour cette analyse. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen, Sciences Po Paris, et je précise également que vous intervenez régulièrement dans l'émission PAF sur TV78. Alors les départements et les régions sont avec les communes ce qu'on appelle des collectivités territoriales. Ils sont tous deux régis par un conseil et un président qui seront donc élus les 20 et 27 juin prochains. Mais quelles sont les compétences de ces deux entités? On l'a vu, ça peut semer le trouble parfois dans la tête des électeurs. Alors pour répondre à cette question, Vicente Maria Santisteban m'a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. On commence par le département. À quoi sert-il concrètement? Bien, la prérogative principale du département va concerner la solidarité et la cohésion territoriale. L'action sociale représente plus de la moitié de son budget. On y retrouve notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, l'adoption, le soutien aux familles en difficulté financière. Mais le social, ce n'est pas que la petite enfance. Le département est en charge des aides aux personnes âgées et handicapées notamment, avec la gestion des maisons de retraite ou encore les prestations de compensation du handicap. Autre rôle social, et pas des moindres, la gestion du RSA, revenu de solidarité active, et l'accompagnement vers le retour à l'emploi. Et ce n'est pas tout, le département est en charge aussi de l'éducation et de l'aménagement du territoire. Oui, dans les Yvelines, cela se traduit par l'entretien des 145 collèges publics et des 1545 km de routes départementales, mais également le développement de projets comme l'équipement rural, l'aménagement foncier ou la gestion de l'eau. En ce qui concerne le sport, la culture, est-ce que ça fait aussi partie des prérogatives du département? En partie, oui. Le département partage certaines prérogatives avec les communes, les collectivités à statut particulier comme l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple, ou encore la région.
Donc culture, sport, mais aussi tourisme, promotion des langues régionales, éducation populaire et lutte contre la fracture numérique sont discutés entre les différents échelons territoriaux. Du département, on en vient donc à la région. Quelles sont les compétences de la région, Vicente ? Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la région n'a plus le droit d'intervenir au nom de l'intérêt public local dans tous les domaines. La loi NOTRe fait de la région la responsable du développement de l'économie, avec en charge également l'aménagement durable du territoire. Et comment cela se traduit sur le terrain, concrètement en Ile-de-France ? Par un travail notamment sur les transports avec Île-de-France Mobilité, la gestion des 475 lycées publics, l'accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes, la gestion des parcs naturels régionaux et le plan national pour la qualité de l'air. Et côté économie, la région doit donner le chemin régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Et à noter aussi que la région a un dernier rôle dans l'aide aux entreprises, aux collectivités, aux associations et aux milieux éducatifs pour solliciter des financements auprès de l'Union européenne. Merci Vicente, Myriam Santisteban pour toutes ces précisions. Premier tour donc à venir des élections départementales et régionales ce dimanche. Et si vous ne pouvez pas aller voter physiquement sur place, vous pouvez avoir recours aussi à une procuration. 3 solutions s'offrent à vous. Vous téléchargez un formulaire papier sur le portail servicepublic.fr, document à remplir et à imprimer avant de vous rendre dans un commissariat. Si vous ne disposez d'aucun matériel informatique, rendez-vous directement au commissariat. Les forces de l'ordre vous fourniront un imprimé à remplir sur place. Enfin, dernière solution, et c'est une nouveauté depuis le 6 avril, vous pouvez faire votre demande de procuration également en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Une fois la requête validée, un numéro de dossier vous sera transmis par mail. Il faut ensuite se rendre dans le commissariat avec cette référence et avec une pièce d'identité pour valider la demande. J'ajoute enfin que la personne qui votera à votre place doit être inscrite dans la même commune, mais pas forcément dans le même bureau de vote que vous. Exceptionnellement, durant cette crise sanitaire, un mandataire peut avoir 2 procurations. Dans le reste de l'actualité, l'action salvatrice de 2 chiens policiers, Moka et Ilmatar, ont permis de porter secours à une adolescente qui voulait mettre fin à ses jours. Le flair de ces 2 animaux, l'un affecté à la brigade cynophile des Yvelines, l'autre à la compagnie cynophile de Paris, a permis de retrouver la trace de cette adolescente disparue à Versailles lundi dernier. La jeune femme de 16 ans a été retrouvée aux alentours de 19h dans le quartier de Satori, assise au pied d'un arbre. Elle avait avalé des médicaments et s'était entaillé les veines. L'adolescente a été ensuite conduite à l'hôpital. Tout autre chose, les 18 et 19 et 20 juin également, ce sont les journées européennes de l'archéologie. Pour la 4e année consécutive, le musée d'archéologie nationale situé à Saint-Germain-en-Laye y participe. Et parmi le programme, la découverte de pièces habituellement fermées au public. Avant-goût avec Mélanie Poquet. D'interdiction publique, il n'en sera pas question ce week-end et derrière cette porte se trouve un trésor, plus de 53 000 ouvrages spécialisés accessibles aux personnels et chercheurs. Le service des ressources documentaires recèle à la fois des pièces d'archives, des documents, des cartes, des mémoires de fouilles, des ouvrages commentés par leurs auteurs, mais aussi des ouvrages très anciens. Nous avons des ouvrages du XVIe, XVIIe siècle. Ce samedi, elle va dévoiler un peu de son histoire, de l'émergence de l'archéologie et le travail d'érudits locaux, comme Paul Guégan, Saint-Germanois. Il a à cœur, après, de naviguer dans tout le département, donc à l'époque l'ancien département de Seine-et-Oise, pour recenser les vestiges matériels archéologiques et qu'il dessine. Il avait un talent pour en faire une énorme monographie qui n'a jamais été publiée. Autre lieu inédit, la salle 16 du musée, fermée au public depuis 2018 pour travaux. Elle révélera les enjeux du chantier des collections comme celle de la mosaïque de Saint-Romond-en-Galles. C'est aussi l'occasion d'expliquer les métiers de la conservation, les coulisses du musée, ce qu'on fait quand on est conservateur du patrimoine, quand on est assistant de conservation, le travail qu'on mène à la fois sur les collections, sur les restaurations, sur l'histoire des lieux, puisqu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois sur la muséographie. Ces visites inédites s'inscrivent dans le programme des Journées européennes d'archéologie. Le musée y participe pour la 4e année. C'est ici que se tient le village des savoir-faire franciliens, donc qui permet d'accueillir différents professionnels de diverses institutions de l'archéologie, que ce soit l'archéologie de terrain, l'archéologie de laboratoire ou encore l'archéologie en musée. Une édition à la saveur particulière pour les équipes après une réouverture le 19 mai dernier. Pour découvrir les coulisses du musée, une inscription est obligatoire.
2 concerts seront également proposés à 14h et 16h par l'ensemble Calliope dans la chapelle du château. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce concert sur l'antenne de TV78, une diffusion prévue le 3 juillet prochain à partir de 20h30. Un mot de sport pour refermer ce journal sur une future pépite du rugby français. Le Versaillais Léo Barré a été titularisé dans l'équipe de France des moins de 20 ans. Une sélection face à l'Angleterre pour la première rencontre du tournoi des 6 Nations 2021 dans la catégorie. C'est ce samedi 19 juin à 18h à Cardiff au Pays de Galles. Pour rappel, Léo Barré joue au Stade français en équipe espoir depuis cette saison. Il a performé et réussi à jouer quelques matchs en top 14 avec l'équipe première. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.